Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Agora Culture. Nous sommes dimanche 31 août, nous sommes à Marseille sur les plages du Prado, nous sommes au Delta Festival et au cœur du Delta Festival, au Forum du Monde des Possibles et au cœur du Forum du Monde des Possibles, la scène des possibles, c'est l'Agora Culture. Nous avons aujourd'hui 5 propositions à débattre avec des experts, avec notre parrain. Nous avons 5 propositions qui vont être votées par les jeunes, qui vont être votées par les jeunes ici présents, mais également sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite chacun d'entre nous à prendre son téléphone, puisqu'après, il y aura le QR code qui va s'afficher pour voter chacune des propositions. Quelques mots pour introduire ce que c'est que l'Agora du monde des possibles. Les Agoras, ce sont pour nous un moyen, un outil qui vise à créer le lien entre la jeunesse, les institutions et surtout un outil qui vise à réintroduire l'acte citoyen chez les jeunes, à savoir voter, à savoir s'interroger, discuter, échanger sur des propositions et puis voir également quelles sont les propositions qui aujourd'hui emportent la majorité chez les jeunes. Et c'est bien cela l'intérêt. Alors aujourd'hui, on accueille Karl Robert, qui est fondateur du média culturel, qui est notre parrain. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous accueillons également en tant qu'expert Maxime Bergerot, conseiller du président au MUSEM. Bonjour. Et également Emmanuel Vergès, co-directeur de Culturel Pixel. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Un petit mot d'introduction pour notre parrain. Karl, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Merci à Raymond et à Jean de m'avoir invité aujourd'hui en tant que parrain de l'Agora Culture. Pour me présenter rapidement, moi du coup je m'appelle Karl Robert, j'ai 26 ans et j'ai lancé il y a 7 ans Culturel Média. C'est un média 100% digital sur les réseaux sociaux. C'est un média que j'ai créé à Lyon de base et qu'ensuite 3 ans plus tard on a développé à Marseille avec Enzo qui est dans la salle, dans le public. Et aujourd'hui voilà, on partage auprès d'une audience de 500 000 personnes qui nous suit au quotidien le meilleur en gros des actualités culturelles et festives qui ont lieu dans les villes qu'on couvre, donc Marseille, Lyon, Paris et Toulouse depuis une semaine. L'enjeu de notre média aujourd'hui, il fait vachement sens avec le monde des possibles et là où on est aujourd'hui, parce qu'en gros, je l'avais vraiment créé pour mélanger l'aspect festif et culturel, parce que souvent on distingue les deux, et on oppose même parfois les deux. Et du coup, il y avait vraiment ce côté où faire la fête, sortir le soir, il y avait un côté culturel dans les rencontres, la découverte de nouveaux artistes émergents, le fait de sortir de chez soi, le fait qu'aujourd'hui, moi souvent je définis la culture sur le fait que dès qu'on sort de chez soi, si c'est pas pour aller à la banque ou faire ses courses, c'est de la culture de par le fait de rien que se balader, flâner dans les rues, regarder l'architecture, mais aussi aller à des expos, musées, cinéma, théâtre, c'est tous ces sujets qu'on balaye au quotidien. Et aujourd'hui, voilà, on a vraiment ce côté-là où la culture, elle est omniprésente en France et à Marseille notamment. On travaille du coup avec Enzo tous les jours pour diffuser le meilleur des actualités et ce qui se passe à Marseille. Donc voilà, j'ai hâte d'être là aujourd'hui, d'échanger un petit peu sur les thématiques et tout ce qui va être débattu. Donc voilà, merci encore de m'accueillir. Merci à toi, Karl. Maxime, tu es conseiller du président au MUSEM. Évidemment, le MUSEM, c'est une institution culturelle à Marseille. Nous, en tant que festival de musique, on s'est dit, OK, on va utiliser la musique pour aller sensibiliser les jeunes. Dans quelle optique, il y a une démarche d'engagement pour le MUSEM ? Merci Raymond. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a une démarche d'engagement parce qu'il y a une volonté de faire venir les jeunes. Le MUSEM, alors tout le monde le connaît, effectivement, c'est un monument emblématique de Marseille. Il a été créé en 2013, donc c'est un musée relativement jeune. C'est le plus jeune musée national en France. Et donc, de par cette jeunesse, enfin en tout cas de par cette histoire récente, il y a une manière de travailler qu'on a voulu un peu différente de d'autres musées nationaux. À titre de comparaison, les autres musées nationaux, c'est le Centre Pompidou, c'est le musée du Louvre, c'est le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie. Et donc nous, on s'est dit,
comment faire autrement, comment faire différemment. Et ça parce qu'on avait envie de faire autrement, mais aussi parce qu'on est sur un territoire différent des autres musées nationaux, qui sont pour la plupart à Paris. Donc, alors, je vais te répondre enfin, en tout cas avec trois points. Comment on fait pour faire venir des jeunes? Ça passe par une tarification. Aujourd'hui, le coût d'entrée, enfin, le coût d'un billet au Mucem, c'est le ticket le plus bas en France de tous les musées nationaux, avec aussi des propositions de gratuité pour un certain nombre de personnes qui sont dans des situations sociales de fragilité. Ça passe aussi par les thématiques. Beaucoup de personnes connaissent le Mucem, mais pas forcément ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans ce musée, dans les collections de ce musée. Le Mucem, c'est l'héritier d'un ancien musée national, qui était le musée national des arts et traditions populaires. Et donc, le Mucem, il expose des objets du quotidien. Ça peut être un morceau du mur de Berlin, ça peut être les costumes des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Demain, ça sera la guillotine, la dernière guillotine qui a servi en France. C'est des objets qui traduisent l'histoire collective française. Et donc, ces thématiques-là, c'est des thématiques qui englobent tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, mais notamment les jeunes. Et ça participe à faire venir les jeunes chez nous. On a aussi, au cours de l'année, une fête du football, ce qui permet de faire venir des jeunes qui considéreraient que le Mucem n'est pas pour eux. Et dernier élément, aujourd'hui encore, il y a un frein lié au transport qui limite la possibilité d'aller dans des lieux culturels, et notamment d'aller au Mucem. Et donc, on y répond, nous, en ayant mis en place un dispositif qui s'appelle Destination Mucem, qui est un bus qui sillonne les quartiers nord, est et sud de la ville, de manière à faire venir des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas l'habitude de venir au musée. Et donc on fait de l'aller vers, et en même temps on leur propose toute une offre de médiation et d'accompagnement une fois qu'ils sont au musée. Et donc voilà, toute cette démarche-là, elle participe à la volonté de faire venir une population qui soit représentative de Marseille, des Marseillais et des Marseillaises, et que le Mucem soit identifié comme le musée des habitants de cette ville. Merci à toi, Maxime. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Emmanuel, directeur de Culture Pixel. Bonjour, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de cette invitation. Je suis ravi d'être là. Alors Culture Pixel, ça existe presque depuis 2013 aussi, parce que ça, c'est né. J'ai travaillé longtemps à la Friche Belle de Mai, et petit à petit, on se posait la question autour du numérique et des transformations digitales. Comment est-ce qu'elles pouvaient avoir de l'impact dans notre société? Comment est-ce qu'elles pouvaient générer de l'engagement? Et depuis une dizaine d'années, on travaille sur ces transformations digitales dans les mondes de la culture. Culture Pixel, c'est un MOOC en ligne, c'est un live sur Radio Grenouille toutes les semaines. C'est de l'engagement sur les réseaux sociaux, et c'est aussi de l'accompagnement de projets, de l'innovation. Et dans les projets d'innovation aujourd'hui, on pense et on croit à Culture Pixel que le numérique, même si c'est capitaliste, c'est polluant, c'est monopolistique, ça peut être un extraordinaire aussi levier démocratique, et qu'avec le numérique, on peut transformer la société. On a pas mal d'exemples, et on a deux choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il y a des projets tout à l'heure qui vont pitcher, qui vont en parler. Un, c'est un lieu d'expression de la diversité, des diversités. Et dans un monde où la culture est fortement attaquée, où elle est fortement instrumentalisée, même ici on a des tensions sur ces questions-là, plus de 50% des collectivités territoriales sont en train de baisser le financement des projets culturels, mais on a besoin d'espaces dans lesquels on va produire d'autres formes de culture, des cultures qui nous correspondent, des cultures où on fait alliance. Et à Culture Pixel, on pousse ces manières de penser et de faire la culture différemment. Et puis depuis le confinement, il y a une deuxième chose qui est importante avec le numérique, c'est que d'un coup on s'est aperçu qu'on pouvait faire lien. Le numérique, c'était pas quelque chose qui nous séparait, c'était quelque chose qui permettait de faire lien, et donc de s'organiser différemment et d'organiser de l'action collective. Et on voit pas mal d'exemples en Europe ces temps-ci qui montrent comment la jeunesse, les jeunesses, mais les générations aussi entre elles avec la jeunesse, sont en train de transformer la société. Et à Culture Pixel, on essaie de travailler ça au quotidien autour d'un projet en ligne et autour de projets qu'on est en train d'implanter à la Friche Belle de Mai. Merci à toi, Emmanuel. Merci. On peut l'applaudir également, s'il vous plaît. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on va accueillir à présent des associations qui vont pitcher des propositions qui vont ensuite être votées. En tant que première association qui vient pitcher sa proposition, c'est Action Beaumaillé, qui est représentée aujourd'hui par Ismaël Cousin. Allez,
On l'encourage, s'il vous plaît. Alors, Ismaël, tu vas être au milieu. Du coup, on va t'accueillir. Ça va être en sandwich. Ismaël, le micro est à toi. Le principe, c'est donc un pitch de 2 minutes. Et puis après, on en débat pendant 6-7 minutes. Let's go. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ismaël Cousin, je suis directeur de l'association Action Beaumaillé. On est situé à Marseille dans le 15e. On organise des actions culturelles dans les territoires populaires. J'essaie de ne pas aller trop vite parce qu'il y a la traductrice après, ça va être dur. Ces actions qu'on organise culturelles, c'est sur le constat qu'il y a un manque d'actions culturelles dans les territoires populaires dont je suis issu. Et pour un chiffre, il y a 0,31 équipements culturels pour 1000 habitants dans les QPV, donc dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille, les quartiers nord. Donc nous, on a conçu l'action Happy End qui permet de faire venir acteurs et réalisateurs de films dans les territoires. On organise des masterclass sur le métier du cinéma, des apéros dînatoires, des rencontres et de la formation aussi sur les courts-métrages. Et tout ça, en fait, pour permettre aux jeunes d'aborder la culture sous un autre angle, sous l'angle du cinéma, et qu'ils puissent s'approprier et créer, ne pas être spectateurs, mais être acteurs aussi à leur niveau, à leur échelle, de courts-métrages, enfin, j'allais dire scénario, mais le scénario c'est la base, mais en soi de documentaire aussi. Et c'est de se dire qu'en fait, chacun à notre tour, quelle que soit notre origine, on peut tous être acteurs du changement, on peut tous être un vecteur de culture. Et la culture, on prend toujours le prisme de la culture, soit des musées ou d'autres thématiques, mais en soi, le cinéma, ça aborde la thématique de la culture sous un autre angle, sous un angle où les gens vont être acteurs, vont faire des choses. Et nous, c'est ce qu'on prône. C'est-à-dire que nous, on va vraiment aller dans les territoires populaires, on va aller les voir, on va aller rencontrer ces jeunes-là, on va faire des rencontres improbables, on va parler de plein de thématiques, de santé mentale, de citoyenneté, plein d'autres choses à travers des films. On fait venir des acteurs et des réalisateurs dans les territoires et on crée des rencontres improbables. Et de ces rencontres-là, naissent des courts-métrages, des scénarios, des documentaires, et voilà. Et en soi, l'idée, c'est comment se réapproprie la narration sur ces territoires-là, et comment ces jeunes et ces habitants-là peuvent, à leur tour aussi, pouvoir créer et produire quelque chose qui va permettre de s'émanciper. Parce qu'en soi, dans mon parcours aussi personnel, j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir beaucoup accès à la culture, et c'est par le biais de ma mère et des amis et des rencontres que j'ai fait qui m'ont permis de m'ouvrir à la culture, et ça permet d'avoir un autre champ de vision, d'autres prises, mais surtout d'autres aspirations, et surtout une vision, on va dire, plus juste du monde et des gens qui nous entourent, et ça nous permet de faire société. Donc pour moi, la culture, c'est vraiment le cœur, le socle commun de la société, et moi, je dirais même plus, c'est que la culture, comme je dis, c'est aussi nécessaire que le pain et l'eau. Et ça devrait être un programme scolaire, ça devrait être obligatoire à l'école. Pas forcément la culture comme on l'entend, où il faut sortir hors des murs pour aller dans les musées, mais aussi la culture personnelle dont on vient avec notre pays et d'autres choses. Donc la culture au sens large, pour moi, c'est quelque chose de primordial et de nécessaire à ce qu'on puisse faire société et à ce que beaucoup de jeunes puissent s'émanciper. Merci à toi, Ismaël. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour sa présentation et son association qui vise du coup à développer notamment l'aspect culturel au sein des milieux populaires. Qui veut réagir parmi experts? Maxime, peut-être, je te voyais tout à l'heure écrire sur ton carnet. Eh ben oui, avec plaisir. Alors moi, la question que je me posais, c'était quel suivi vous proposiez aux jeunes une fois qu'ils ont entamé un processus de création et qui décident de mettre en avant des récits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma pour les amener à rencontrer des producteurs et des distributeurs. Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà dans la première phase où on va dans les territoires, ils rencontrent des réalisateurs et des acteurs de films qu'on a fait venir. Ensuite, on propose un accompagnement où ils font des courts-métrages. Ces courts-métrages-là, ensuite, qu'ils vont faire, on va les projeter avant les longs-métrages qu'on diffuse pendant le festival Happy End qui s'est tenu il y a peu de temps, la semaine dernière. Et aussi, on a un partenariat avec la 15e action du Festival de Cannes. Et pour les plus volontaires, on va les accompagner aussi, voir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, rencontrer des spécialistes, des masterclass. Cette année, il y avait le film de Thomas Gijol qui était en présentation à la 15e action. Il y avait Alain Chabat aussi qui a fait une masterclass. Donc voilà, donc c'est ce qu'on propose, on va dire, en filigrane tout au long de l'année. Emmanuel? Oui, c'est un projet chouchou, j'adore. Il y a eu des très beaux exemples sur des territoires. Ça me fait penser aux Vatos Locos à Vitrolles, qui font aussi un travail génial avec le festival Vitre Hollywood. Ce qui s'était passé aussi au Flamand, il y a une certaine année avec Média 2 aussi, où ça produisait du cinéma. Je trouve hyper important qu'on puisse raconter son projet, son quartier, raconter
territoire. Aujourd'hui, on est avec des outils avec lesquels on peut faire ça. Et on peut, avec Culture Pixel, on serait ravis de vous accompagner pour faire ça en ligne aussi, pour donner de l'impact sur ces choses-là. C'est hyper important. Et non, continuez, c'est génial. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Bravo. Ouais, pareil, ça fait super plaisir. Nous, avec le média aussi, je pense qu'on en avait déjà parlé et on en reparlera. Ça me fait penser aussi à ce que des courts-métrages, mais est-ce que c'est un peu dans cet esprit? Exactement, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs acteurs du cinéma et c'est bien de parler d'eux. Donc il y a Courtrage May qui fait de la formation sur les métiers du cinéma. Nous, si vous voulez, on est vraiment la première chaîne du maillon. Ça veut dire que nous, on va aller cranter, on va aller dans les territoires, à Félix Piat, à Caliste, à la Solidarité, dans tous les quartiers. Et on va venir avec notre écran faire rencontrer des jeunes, leur expliquer plein de métiers du cinéma. Il y a peu de temps, il y avait aux Égalades Mustapha, j'ai oublié son prénom, qui était son nom de famille, qui était dans la série Top Boys. Et donc du coup, il était aux Égalades. Donc en fait, voilà, on fait vraiment venir des personnes qui ne rencontreraient jamais. Et nous, on est le premier maillon. On n'a pas vraiment l'aspect professionnel de la formation long, mais nous, on fait des petites formations 5 à 10 jours. Et après, on met en lien. On a des velléités, c'est sûr, de former, d'accompagner sur le long terme, parce qu'on a les codes, on a le langage et le franc-parler des jeunes. Donc c'est vrai que ça accroche bien avec nous. Mais il y a des acteurs qui sont super bien aussi, comme Courtrage May. Il y a aussi Provence Campus qui va bientôt proposer une offre de formation. Et la Cinéfabrique, on n'est pas trop en lien avec eux, mais il y a beaucoup d'acteurs. Mais c'est vrai que certains jeunes viennent chez nous voir parce que c'est un peu à leur image. C'est des gens qui viennent de chez eux, qui parlent leur langage. Et on est chez eux aussi, donc c'est facile. Il n'y a pas de frein, comme par les mobilités. C'est chez eux, c'est en bas de chez eux, donc les personnes à mobilité réduite, les personnes qui n'ont pas accès au transport en commun, que ce soit au fin de la Solidarité ou à la Castellane, nous on vient chez eux et c'est plus facile pour eux d'avoir accès à notre écosystème. On n'a pas envie que tu nous quittes, donc dernière question. Combien de jeunes tu accompagnes toute l'année et dans tes temps de formation, là, tu accompagnes pour combien de jeunes? En fait, c'est quoi tes ateliers? C'est quoi le format? C'est une très bonne question. Donc nous, sur le total des participants l'année dernière, on est à 7200 participants l'année dernière. Donc là, on est déjà à plus de 6000 à l'heure où je vous parle. On a encore des actions à mener. Et en termes de jeunes accompagnés, on doit être à une centaine de jeunes sur les différents ateliers qu'on a menés, parce qu'on déploie des actions sur la métropole. Donc il y a des ateliers qu'on mène à Port-Saint-Louis, des ateliers qu'on mène à Marseille, mais grosso modo, on est sur une centaine. Et on s'appuie sur tous les professionnels qu'on a rencontrés. J'ai travaillé sur une pub pour Chanel avec Ladjeli, il m'a fait travailler avec lui et j'ai rencontré un scénariste et du coup ce scénariste travaille avec moi maintenant et va former des jeunes. Donc c'est vrai que pour les jeunes, c'est intéressant parce qu'ils ont des personnes professionnelles du monde du cinéma qui n'ont aucun préjugé sur eux et qui viennent pour leur donner des choses concrètes. Donc c'est vraiment, ça marche bien avec les décrocheurs, ça marche bien avec le public qui est un peu hors radar. Donc voilà. Eh bien bravo. Allez, on peut l'applaudir, Action Beaumaillet s'il vous plaît. Faire du cinéma un outil d'émancipation dans les quartiers populaires en donnant aux jeunes la capacité de créer et de transformer la narration de leur territoire. On va passer au QR code pour que vous puissiez voter. Et en attendant, on va appeler sur scène PQMV pour que Marseille vive, représenté par Mirabel et Hugo, cofondateurs de PQMV. S'il vous plaît, on les applaudit. On se retrouve comme on se retrouve, finalement, ça fait longtemps. Pourquoi on dit ça? L'émission est enregistrée actuellement. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y avait la cérémonie de la Galerie des Talents tout à l'heure, laquelle cérémonie était animée notamment par PQMV, parce que c'est notre partenaire sur ce projet. Hugo, Mirabel, c'est à vous. Merci déjà de nous donner l'opportunité de venir présenter PQMV dans cette Agora Culture. Donc PQMV pour que Marseille vive, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'association encore, ça fait 5 ans maintenant qu'on l'a cofondée avec une mission, se mettre au service des jeunes créateurs et des jeunes créatrices à Marseille. On a fait le constat d'une effervescence créative et culturelle et nous, l'idée, ça a été de donner à toutes ces forces créatives le moyen de leurs ambitions, en fait, simplement, de les aider, de les mettre en réseau, d'être un peu une boîte à outils, une plateforme pour tous ces artistes. Et c'est ce qui nous a amené à faire la proposition qu'Hugo va vous présenter tout de suite. Hugo, pitch la proposition, c'est quoi? Elle est très simple, cette proposition. En fait, elle vient d'un constat qu'on fait depuis 5 ans. C'est celui, parfois, du besoin criant de pas mal de jeunes artistes, de jeunes créatifs, de contact, de liens. Donc en fait, c'est objectivement à la fois très ambitieux parce que pour mettre en place
un fichier qui va rassembler tous les acteurs et actrices du milieu culturel marseillais. C'est assez ambitieux puisque précisément il va falloir aller chercher tous ces contacts, les mettre à jour, mais en même temps c'est un projet assez simple puisque dans sa conception, une fois que c'est fait, une fois que tout le monde joue le jeu, ça peut devenir objectivement un document, un site internet, peu importe comment exactement on voudrait le mettre en place, un document clé pour beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles, surtout quand vous débarquez à Marseille. Aujourd'hui, Marseille, c'est la première destination des jeunes créatrices et créateurs en France. Quand ils s'installent à Marseille, et nous on en reçoit beaucoup dans l'association, qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être exposé, j'ai envie de jouer de la musique, peu importe. À chaque fois, ils nous disent mais on a besoin de contacts, on a besoin de savoir comment ça s'organise, qui je contacte, est-ce que j'envoie un mail, est-ce que j'appelle, peu importe. Nous, si on arrive à créer ça d'ici, c'est assez ambitieux encore une fois, si on arrive à créer ça en 1 an ou 2, eh bien, pour nous, c'est un pari réussi. Voilà, Merci. et en fait, c'est venu aussi en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que notre force, c'était ça, c'était de mettre les gens en contact, d'avoir toujours le bon numéro de téléphone. On organise aussi depuis quelques temps des rencontres entre professionnels du milieu créatif et culturel. Et c'est une telle effervescence à chaque fois de voir des gens qui disposent de lieux, avec des gens qui ont des projets d'exposition, qui peuvent se mettre en écho avec des gens qui font de la musique, des choses comme ça. Et on s'est dit, en fait, il faut pousser le curseur plus loin et mettre toutes ces connaissances, toute cette cartographie que nous, on a accumulée en 5 ans au service de toute la jeune création marseillaise. Alors, merci d'abord, on peut les applaudir encore une fois. Sur ce fichier qui sera mis en ligne, est-ce que, Emmanuel, tu voudrais réagir? On alterne un peu. Oui, mais c'est toujours très important ces questions de connaissances, ces questions de base de données. Effectivement, on le voit avec les outils numériques, c'est la facilité de pouvoir collecter, parce qu'on collecte de l'information et de la mettre à disposition. Peut-être juste 2 réflexions. Il y a un terme qui arrive de plus en plus sur les réseaux numériques, qui est le terme de découvrabilité. C'est comment on rend découvrable. C'est pas parce que l'information est accessible, elle est trouvable, mais elle n'est pas forcément découvrable. Donc il y a des choses sur la découvrabilité des réseaux, des liens, des manières dont on va pouvoir produire de l'art sur Marseille, et en particulier pour ces jeunes qui arrivent, qui peut être extrêmement intéressant. Juste la vigilance, parce qu'on l'a vu souvent, on a tenté souvent de faire ces types de sites, et on pense que le site peut mettre en lien les gens. C'est d'animer, et un site n'existe que parce qu'on va animer l'information, et on le voit sur le réseau. Pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent? Pas parce que l'information est accessible, mais parce qu'elle est animée, parce qu'on la relaye, parce qu'on la reprend, parce qu'on la qualifie. Et là, il y a tout un travail de mise en lien des actrices et des acteurs qui va rester fondamental. Et si une jeune asso s'occupe effectivement des jeunes actrices et acteurs, évidemment, mettons-nous en lien avec vous pour donner de l'impact et de la puissance à votre travail. Bravo. Bravo. Eh ben, bravo aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette logique de partage de bonnes pratiques et de difficultés entre pairs qui ne sont pas forcément issus des mêmes secteurs culturels, mais en tout cas qui peuvent avoir des points communs, et d'avoir un espace de rencontre. Alors que potentiellement, quand vous êtes artiste plasticien, vous ne dites pas je vais échanger avec un musicien parce qu'on n'a pas d'espace où on se rencontre. Et je le pense aussi dans le sens inverse, alors dans une logique en tout cas plus corporatiste, mais je me dis, par exemple au MUSEM, en tout cas quand on est dans une institution culturelle un peu plus établie, pour ne pas dire plus ronflante, c'est aussi un outil qui peut être hyper pertinent pour être au fait de la scène contemporaine culturelle marseillaise, et en tout cas d'être aussi dans un espace où on peut dénicher de nouvelles tendances et les ajouter dans une logique de programmation culturelle. Parce qu'on a évidemment des programmateurs et programmatrices, mais on a toutes et tous nos biais, et donc ça permet de nourrir ou d'alimenter ce regard-là. Et dernier point, parce vous avez évoqué le fait d'avoir aussi des espaces physiques de rencontre. C'était ma question avant que ce ne soit évoqué, mais en tout cas, je pense qu'on serait ravis aussi d'accueillir ces artistes au MUSEM. Je me dis que ce musée national a aussi vocation à être la maison de tous les arts, de tous et toutes les artistes à Marseille. Donc bravo. Oui, Karl qui
qui a quand même un média qui à la fois est à Marseille, à la fois est à Lyon, qui aujourd'hui est à Toulouse, ça t'inspire quoi, ces fichiers qui seraient mis en ligne par ville? Bah, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que souvent on nous demande ouais, est-ce que tu as. On cherche un taf dans la culture, est-ce que tu as des contacts? Souvent, c'est ça la phrase. Et du coup, vu que c'est assez compliqué, on ne sait pas quel type de contact et tout, la personne à la recherche, du coup, dans ce cas-là, je vais dire enfin, trop cool, dis-moi un peu, genre entre 5 et 10 structures dans lesquelles tu kifferais bosser, et on trouve les contacts et on te les donne. Du coup, là, ça permettrait de réunir au même endroit, en gros, tous les contacts, en mode un drive un petit peu partagé, avec, ça pourrait prendre cette forme-là, un drive partagé. Nous, c'est vrai qu'on bosse là, à Toulouse maintenant depuis une semaine, mais surtout à Lyon, Paris, Marseille. Et ça pourrait être aussi même un fichier qui serait national. Après, comme Emmanuel disait, au niveau du site et tout, il faut juste que ce soit 100% bienveillant. Ça, je ne sais pas comment s'assurer tous les côtés spam, etc. Et le consentement de tout le monde pour donner son mail et donc voir s'il y a des mots de passe ou s'il y a un système comme ça pour accéder. C'est genre, il faut que les gens ils adhèrent à votre asso pour avoir accès au drive et que vous changiez le mot de passe tous les mois avec comme ça que les gens de l'asso ont le mot de passe, par exemple. Mais non, ça pourrait être hyper cool parce que c'est vrai que le monde de la culture, c'est tellement bouché. Et on le voit quand on lance des offres d'alternance, on reçoit 250 candidatures par ville. Du coup, et là en plus avec le programme d'alternance, ça devient de plus en plus galère avec tout ce qu'on sait avec les programmes qui changent, les aides, etc. Du coup, je pense que ça peut être vraiment cool. Et très chaud même de s'en parler pour faire un projet plus national. Il y a une collab qui va se faire ici. Là, il y a une collab, c'est sûr. Vous voulez réagir? Même plusieurs collabs, j'ai l'impression. Plusieurs collabs. Non, mais objectivement, ça fait vraiment plaisir d'avoir vos avis aussi. En l'occurrence, pour reprendre ce que vous disiez, faire vivre ce fichier, faire vivre cette mise en connexion complètement. Nous, c'est ce qu'on essaie déjà de faire avec ces rencontres, mais il faut accélérer. Quand tout à l'heure, on exposait donc des artistes à la Galerie des Talents, il y en a plusieurs qui nous ont dit c'est quand la prochaine rencontre que vous organisez, parce qu'on est venu, ça a été pratique pour nous. On a rencontré des galeristes, on a rencontré des musiciens, on a rencontré des producteurs, et ça ne nous était jamais arrivé. Surtout que la moitié, ou en tout cas une grande partie, souvent viennent d'arriver à Marseille, où ça fait quelques années. Et on voit dans cette génération-là, de laquelle je fais partie complètement, une vraie volonté de s'entraider, une vraie volonté de partager, et de pas du tout siloter les contacts, de pas du tout être dans cette rétention-là. Donc accompagner ces volontés. Oui, très, très chaud pour toutes les collabs que vous proposez. Super sympa. Eh bien, bravo. Bravo pour cette proposition. Je propose qu'on passe au QR code pour qu'on puisse voter cette proposition. Et puis en attendant, on va appeler maintenant Festival international de musique et du cinéma, représenté par Laurence et Justine. Là aussi, on les applaudit. Merci Hugo, merci Mirabel. Bonjour. Bonjour. Alors Justine fait sa timide, donc il n'y a que moi, Laurence. D'accord. Allez Justine, du coup, c'est à toi pour ta proposition. Ok, merci. Alors d'abord, avant d'attaquer, je voudrais juste faire un grand merci pour l'accueil au festival. Vraiment, au sein du Monde des Possibles, au sein du Delta, ça fait 3 jours qu'on est là. On a un stand dans le Village des Arts et c'est absolument extraordinaire. Les participants sont top. Enfin, on est sur les rotules, mais ça a été vraiment une belle expérience. Donc vraiment bravo et merci. Merci à vous. Le festival Musique et Cinéma, c'est un festival qui est à 26 ans, qui va faire sa 27e année en 2026. Il est né à Aubagne, il a grandi à Aubagne. Ça fait 5 ans qu'on est sur Marseille maintenant. Il a lieu fin mars, début avril au Artplex en haut de la Canebière. On est un festival donc, qui promeut la jeune création cinématographique et musicale. On a une compétition de court et de long et on a aussi tout un volet de rencontres professionnelles autour de la musique de film. Comment mettre en lien des compositeurs de musique et des projets de court ou de long qui cherchent pour leurs projets des compositeurs. Donc on a un marché de la composition. On a également un dispositif d'accompagnement, on fait beaucoup de médiation, de découverte du cinéma, d'autres formes, une forme différente du cinéma qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma mainstream, dans les gros complexes, à travers le court-métrage et même du long-métrage. Et là, on va
on propose des ateliers pour les scolaires, mais aussi pour les adultes et également dans le champ social. Et tout ce qu'on fait nous amène à cette proposition qui serait de essayer de créer, avec les institutions idéalement bien sûr, un dispositif national. Peut-être que ça peut commencer au niveau régional et puis après idéalement national, mais un dispositif qui obligerait les structures bénéficiant de fonds de subventions publiques de mettre en avant au travers de leur programmation des artistes émergents, soit du coin, mais en tout cas des artistes émergents, pour essayer de promouvoir tous ces gens qui ont, justement, comme on a évoqué jusqu'à maintenant, peu de contacts, peu d'envergure, entre guillemets, ou de mettre en place des dispositifs de rencontre et d'accompagnement. On a fait beaucoup d'accompagnement dans le champ social, on propose des ateliers, soit pour des scolaires, mais aussi beaucoup pour des personnes éloignées, ce qu'on appelle le public invisible, qui sont plus répertoriés ni dans les listes, dans les registres. Et nous on utilise le cinéma pour remobiliser un petit peu des compétences à travers de nouvelles connaissances et puis faire découvrir que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas capable et qu'en fait une compétence c'est simplement être capable de s'asseoir, de découvrir des choses, d'avoir un peu de curiosité, de se poser une question de qu'est-ce que c'est que regarder un film, comment le film parle, découvrir des langages cinématographiques, musicales. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment très 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 importantes puisque c'est la base du savoir-être, tout simplement. C'est vraiment. Eh bien, merci beaucoup pour cette proposition. Cette proposition qui, du coup, vise à obliger les festivals de musique ou les festivals de cinéma à programmer des artistes émergents s'ils sont aidés ou subventionnés. C'est bien cela. C'est évidemment valable pour tout type de festival. Pour tout type de festival. On parle de cinéma, musique, parce qu'on est un petit peu dans l'ambiance là, mais ça pourrait être festival de films de rue, d'art de rue, enfin, vraiment n'importe. Et ça aidera effectivement à pousser la jeune génération à s'engager dans l'art. Est-ce qu'il y a une réaction, peut-être? Je commence par... Ah, tu veux... Karl. Hyper intéressant le projet. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu récemment sur l'émergence des artistes dans les festivals. Le problème auquel on fait face aujourd'hui parfois, c'est avec l'augmentation du prix des tickets des festivals, c'est que c'est que les têtes d'affiche en fait qui ramènent et qui coûtent de plus en plus cher avec tous les coûts qui explosent d'un festival, que ce soit les infrastructures, mais aussi et surtout l'artistique avec le streaming aujourd'hui qui fait que les artistes ils se rémunèrent majoritairement avec les lives. Du coup, j'ai vu des projets comme Refix par exemple, ou le côté tremplin dans les festivals. Est-ce que ça, c'est en gros, quelle serait l'idée pour faire en sorte que les artistes émergents soient davantage mis en avant et qui ramènent du public? Est-ce que ça, il y aurait une solution Alors, s'il y a une chose qui est très importante au sein du festival, c'est que vraiment c'est un festival ouvert à tous. Et l'idée, c'est pas simplement que ce soit un festival niche et réservé à des professionnels ou des connaisseurs. L'idée, c'est vraiment de faire venir et découvrir à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de festivals, notamment de cinéma. Ça commence par une politique de prix hyper basse et hyper accessible. Par exemple, pour 35 €, vous pouvez avoir accès à l'entièreté de la programmation. Un ticket, ça coûte 5 €. Et on fait aussi beaucoup de gratuité pour tout ce qui est public éloigné. Ça, on a beaucoup de choses. On est hyper ouvert là-dessus. Et c'est ça qui est important. C'est que programmer des artistes émergents pour que aussi le public puisse les voir. Programmer des artistes émergents avec un ticket à 15 €, ça n'a pas de sens parce que malheureusement, ça va être encore une fois réservé à certains. Donc l'idée, c'est que vraiment, on ait cette capacité de pouvoir proposer des nouveaux cinémas, des nouvelles visions de la vie et du monde au plus large. Et il y a un côté de mettre en place une politique
Pour obliger les festivals, c'est ça? Ce serait, alors c'est toujours un peu compliqué d'utiliser le mot obligé, parce que, mais c'est pour ça qu'on a noté un quota de 5%. C'est un pourcentage parce que finalement 5% selon le festival, même si c'est un mini festival, il suffit d'un film, d'un artiste du coin, un jeune qui sort de Beaumaillé, de Courtrajmé, d'une école du coin. À Marseille, on a plein d'écoles de cinéma. Il suffit d'un film, d'un programme, et le quota est atteint. C'est pas si compliqué. Les chiffres, ça fait toujours un petit peu peur, mais finalement, ça va très vite. Et c'est pas grand-chose, finalement. Et c'est beaucoup à la fois. C'est important. Moi, j'ai un lien un peu particulier avec le Festival Musique et Cinéma parce que c'est le premier endroit où je suis arrivé, enfin où je suis allé quand je suis arrivé à Marseille. Donc c'est un festival qui me tient particulièrement à cœur. Excellent choix. Mais alors, moi, j'ai deux réactions. La première réaction, elle rejoint un peu la question de Karl, c'est de se dire si on parvient à créer un dispositif comme celui-ci, comment s'assurer que potentiellement les films de ces jeunes créateurs et créatrices soient pas cornérisés dans la programmation, c'est-à-dire qu'on les retrouve pas en fin de journée ou en tout début de journée, au moment où personne ne veut aller les voir. Enfin, je pense que ça implique aussi une vigilance de la part des festivals de se dire on peut créer un dispositif comme ça, mais il faut aussi mettre en place les moyens de visibilisation Bien sûr. de cette création-là. Alors, je suis complètement d'accord. Quand on fait un festival, c'est sur une semaine. En tout cas, pour notre cas, on a un festival qui dure une semaine, du lundi au samedi. Il y a forcément des programmations qui sont le mardi à 14h30. Malgré tout, on se rend compte que des gens sont là. C'est un travail de communication, c'est un travail en amont justement sur tout ce qui est dispositif d'accompagnement. Donc, forcément, il y aura un moment où dans la programmation du festival, c'est pas forcément l'heure de pointe, mais finalement, j'ai envie de dire, ça reste une visibilité. Ça commence par là. Il faut commencer par là. Moi, je pense que c'est nécessaire qu'un festival qui bénéficie de fonds publics essaie de promouvoir la jeune création et la visibilité de gens émergents ou du coin. Je dis vraiment c'est et où parce que c'est très facile. Enfin, ça va un peu de pair quand même. Et autant essayer de promouvoir des gens, une création, une émergence locale. Je vous rejoins, mais je me dis la question c'est aussi peut-être. Alors, c'est pas forcément le rôle d'un festival, hein, mais d'arriver en amont, parce que, en fait, pour programmer des cinéastes du coin ou émergents, il faut qu'ils aient eu les moyens de créer. Et en fait, quel accompagnement on leur propose en amont pour que ça soit, enfin, en tout cas, quand on n'a pas forcément le réseau, qu'on n'a pas le capital financier pour le faire. De se dire c'est pas les plus aisés qui habitent les Bouches-du-Rhône qui vont aller faire leurs études à Paris et qui vont revenir qui seraient programmés, mais voilà, c'est un véritable programme d'accompagnement à la création. Alors justement, l'idée c'est pas d'aller programmer forcément des jeunes artistes émergents de Paris. Ça peut être des artistes émergents de Aubagne, de Mimé, il y a des artistes émergents partout, à Vitrolles, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein d'associations qui sont une multitude où il y a des artistes qui n'attendent que ça finalement. Voilà. Donc ça l'idée c'est pas d'aller promouvoir des artistes parisiens. Je n'ai absolument rien contre les artistes parisiens, mais c'est vraiment de promouvoir la culture locale aussi. C'est très facile. On est entouré d'artistes. On est entouré d'artistes. Vraiment, une asso qui me dit « Ah, mais je suis désolée, j'ai pas pu atteindre les 5%, j'ai trouvé personne. » Je pense qu'elle n'a pas vraiment beaucoup cherché. Là, vraiment, c'est un travail de... C'est la question aussi, on essaie de faire se poser la question aux personnes qui organisent des festivals, de se poser la question pourquoi ils organisent et pour qui, et vers qui ils vont. Voilà. Emmanuel? Oui, je trouve toujours super le fait qu'on puisse créer des conditions en fait à des événements. Et 5%, moi, pourquoi pas 10 ou 20 même. Pourquoi 20? Parce que d'un coup, plus, non, ouais. mais c'est une blague. On a été tenté de mettre un 20, mais bon, après, on sait aussi, nous, à notre niveau, on a un festival de catégorie A en cinéma, donc on est considéré comme gros, entre guillemets. Il ne s'agit pas de hiérarchiser, mais
il faut aussi penser aux petits festivals qui sont hyper importants. On a une multitude de festivals en France, il y en a plus de 400, donc voilà, chacun a sa hauteur. Et pour revenir sur le thème que j'utilisais tout à l'heure, la découvrabilité, comme ça, de jeunes artistes, ça parle aussi de ça par rapport à la proposition précédente. Cette conditionnalité, elle existe déjà. Je parle 20% parce qu'à la radio, sur les radios associatives, il y a des quotas. Hein. On a travaillé par quotas pour qu'il y ait de la diversité, pour qu'il y ait de l'émergence. Et dans la radio, ça s'est passé il y a pas mal de temps. Il y a plein de réflexions aujourd'hui sur les réseaux numériques. Et sur les questions d'accompagnement, ça fait partie des labellisations des scènes musiques actuelles. Et je pense par exemple à l'AMI, à la Friche Belle de Mai. Il y a des conditionnalités sur l'accompagnement des jeunes artistes, etc. Et c'est effectivement important. Dans le milieu du cinéma, il y a peu de choses. Il y a peu sur ces logiques-là. Le travail que vous faites depuis Aubagne, vous avez beaucoup travaillé avec Satis. Vous avez fait tout un travail extrêmement important d'accompagnement à l'émergence. C'est tous des processus, c'est des dynamiques. Et ce travail-là, effectivement, ça devrait relever de plus en plus des logiques d'équipements culturels, d'événements culturels, quels qu'on soit. Quand vous parliez tout à l'heure, comment on fait culture, ce qu'Ismaël a évoqué tout à l'heure aujourd'hui, qu'est-ce qui fait culture? C'est s'accompagner les uns et les autres aujourd'hui aussi à faire porter notre propre voix. Et je trouve qu'il y a un bel exemple ici au Delta sur ces questions-là. C'est vrai que pour réagir, c'est vrai que sur la question des quotas à la radio, ça existe déjà depuis très très longtemps. L'exception culturelle française a été mise en place dans les années 90. Il paraîtrait peut-être même logique aujourd'hui d'avoir une exception culturelle liée à la jeune génération et aux artistes émergents. Et 5%, ça me paraît effectivement un peu faible et je pense qu'on pourrait aller plus loin en fait. Hein. Effectivement, mais voilà. Après, encore une fois, je sais qu'on sait très bien que dès qu'on parle le mot quota fait peur et rebute. Et donc, voilà, on a dit que déjà 5%, je pense qu'il faut vraiment commencer par là et on va se rendre compte que très vite, on va pouvoir l'augmenter ce pourcentage. Eh bien, bravo pour cette proposition. Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît. On affiche le QR code pour pouvoir la voter. Oui, non, je vous rappelle le principe. Hein. Les jeunes votent les propositions qui sont ensuite intégrées dans un livret, un livre blanc. Une tribune de jeunes qu'on remet ensuite à la disposition des pouvoirs publics. Allez, j'appelle ici sur scène Baga, la Slow Fashion Week, l'illustre Baga, représentée par Charlotte et Manon. Marion, pardon, excuse-moi. C'est surtout que j'ai pas mes lunettes. Et quand j'ai pas mes lunettes, c'est compliqué. Je vous en prie. Ça marche? Ouais. Oui, ça marche. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marion Lopez. Alors moi je suis la fondatrice de Studio Lausier, qui est une école de mode éco-responsable qui est installée à Marseille depuis plus de 4 ans et qui forme au métier de la mode dans une démarche éco-responsable. Et je suis aussi présidente donc, du collectif Baga, que j'ai cofondé avec Charlotte qui est là. Donc je vais me présenter aussi. Bonjour, donc je suis Charlotte Labigne. Donc j'ai cofondé Baga avec Marion. Et j'ai aussi créé une marque éco-responsable qui s'appelle Marge, qui est basée ici à Marseille et qui travaille essentiellement sur de l'upcycling et de la récupération de fins de rouleaux de tissu de grandes maisons. Voilà. Donc, le collectif Baga a été créé en 2022. L'objectif, c'était vraiment de soutenir et de mettre en lumière les talents marseillais et du Sud. Toutes les personnes qui sont engagées au niveau de la mode et du textile à Marseille, et donc vraiment de la région. Donc mettre en lumière ces personnes-là, mais aussi sensibiliser le grand public, enfin au plus grand nombre, à la mode éco-responsable, à la réparation, à l'upcycling, etc. Donc on fait depuis plus de 4 ans des actions tout au long de l'année, gratuits, ouverts à tous. Et à toutes, et très important, on avait ce projet depuis longtemps, on l'a lancé cette année, la première Slow Fashion Week de France à Marseille. Bravo pour ça. Merci. Qui a eu lieu du 7 au 14 juin dernier. On ne s'attendait pas à avoir autant d'engouement dans le sens où, enfin, on savait que c'était un sujet qui importait, mais c'est vrai qu'on a eu des répercussions à l'international. Donc cette semaine-là, elle était dédiée à la... Alors, on ne voulait pas faire une Fashion Week classique. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On n'a rien contre les Parisiens, évidemment, mais on voulait un peu contrer les autres Fashion Week internationales, finalement, et ne pas faire des séries de défilés qui s'enchaînent 10 minutes, etc. C'était plutôt faire des ouvertures d'ateliers, des conférences,
Qu'est-ce qu'on a fait? Des workshops, des défilés, bien sûr, il y en a eu quelques-uns, des performances, etc. Et ça permettait toute la semaine à tout le monde de se sensibiliser à ça. Et j'insiste aussi, on en a parlé tout à l'heure, les projets précédents, ateliers, workshops, défilés ouverts à tout le monde et gratuits. Ce qui n'est pas le cas des Fashion Week classiques où c'est hyper élitiste et voilà, on n'a pas accès à toute personne. Voilà, on fait aussi, à côté de ça, des ateliers dans les centres sociaux pour les initier à la couture et pour remettre un peu ça au cœur de l'enseignement, etc. Donc je vais laisser Charlotte parler de la proposition. Merci de démocratiser la Fashion Week en tout cas. Ouais, merci. Merci. Donc du coup, notre proposition, elle va clairement dans la lignée de tout ce que vient de dire Marion, c'est-à-dire nos actions à l'année pour sensibiliser le public. En fait, nous, on part d'un constat. Malheureusement, c'est que, ça, je vais vous donner les chiffres, l'industrie de la mode, c'est la deuxième plus polluante au monde. Et malheureusement, il y a trop peu de personnes qui connaissent vraiment l'envers du décor. Marion et moi, on le connaît depuis longtemps parce qu'en fait, avant de se lancer sur nos projets et sur Baga, on travaille dans cette industrie depuis plus de 10 ans. Donc, on a vraiment vu l'envers du décor. Et en fait, le réel problème quand on fait des ateliers de sensibilisation, quand on fait des ateliers réparation, quand on apprend l'upcycling au public qu'on rencontre, c'est qu'en fait, on voit qu'on part vraiment d'une page blanche. Là, on a animé un jeu de sensibilisation sur le delta, et en fait, il y a trop peu de connaissances. Donc, c'est pour ça que notre proposition, elle est un peu ambitieuse, mais évidemment, en fait, on aimerait pousser pour qu'en fait, on propose des cours dédiés à la couture, à la réparation, à la connaissance de nos vêtements à l'école, au même titre qu'on apprend d'autres matières comme l'art, la musique, voilà. Parce qu'en fait, la mode, c'est quelque chose qui est à la frontière du créatif et du pratique, et ça nous servirait à tous d'avoir une meilleure connaissance. Et évidemment, à côté de ça, pour les personnes qui sont déjà adultes et qui ne sont plus à l'école, continuer nos actions de sensibilisation en étant beaucoup plus soutenues. La mode comme outil d'éducation populaire, du coup. Exactement. Maxime, peut-être une réaction? À chaque fois, je te lance en premier. Alors, j'alterne un peu quand même. Il faut. Et bravo surtout à Baga et bravo pour cette première édition d'Aslo Fashion Week. Moi, je trouve que je suis assez enthousiasmé par cette proposition. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une responsabilité collective et de se dire, on va aller chez les plus jeunes pour les amener à adopter les bons gestes. En vous écoutant, je réfléchissais sur comment amplifier la chose et peut-être même d'aller faire de la mise en lien avec des créateurs et créatrices et potentiellement proposer des stages aussi dans le cadre scolaire qui soient soutenus par l'éducation nationale, de manière à être aussi dans des logiques de transmission de savoir-faire, parce qu'on est aussi sur des métiers de l'artisanat qui sont en train de se perdre. Donc bravo à vous et en tout cas, oui, je trouve que c'est une super idée. Karl, notre parrain, à toi. Oui, bravo aussi, on a pas mal couvert la Slow Fashion Week, je sais pas si... Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est Enzo qui est par là. Mais nous, en gros, avec Culturel, nos piliers, c'est agenda, musique, fête, art et culture. En fait, depuis qu'on a ouvert Paris il y a 2 ans, la mode est arrivée. En gros, à la base, on parlait pas du tout de mode dans la culture. On était vraiment sur les piliers que je viens de parler avant. Du coup, le fait d'être à Paris, on a dû se mettre à parler de la Fashion Week. Et on a tout de suite vu, comme vous, que c'était un hyper bouché et tout ça. Du coup, on a créé des formats à Paris, les événements accessibles à la Fashion Week. Parce qu'il y a des initiatives qui sont faites aussi à Paris pour rendre avec des défilés gratuits, des défilés ouverts à toutes et tous, etc. Ou même, on donnait un peu des tips sur comment accéder à un défilé. Faut se pointer devant, habiller, essayer de rentrer. Mais bon, ça, c'est sur un autre sujet. Mais du coup, quand j'ai vu Slow Fashion Week, ça m'a tout de suite parlé parce que c'est vrai que en plus, j'ai réalisé maintenant que du coup, c'est 4 fois par an la Fashion Week et que pendant une semaine, c'est que ça. Et qu'il n'y a aucun souci d'écologie et tout. C'est normal de créer des fringues à gogo comme ça, sans pression. Donc voilà, Slow Fashion Week, ça fait vachement sens. Après, le côté créer un programme scolaire, comme tout à l'heure on disait par rapport à la culture à l'école. Mais c'est quoi? Je sais plus ce que c'est la phrase. C'est viser la lune pour suivre les étoiles ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est ça, ouais. Mais en vrai, ça fait vraiment sens. Et en plus, le fait que ça vienne de Marseille et que ce soit la deuxième ville et que ça vienne pas de Paris, c'était trop cool, quoi. En fait, il y avait vraiment ce truc de se dire pourquoi nos grands-parents à l'époque, c'était les grands-mères, mais nous, maintenant, on voudrait que ce soit tout le monde, que ce soit
mais apprenez ça à l'école. Et en fait, aujourd'hui, quand on a un vêtement qui est cassé, la plupart des gens, même un bouton ou une fermeture éclair, en fait, on va le jeter, on va le donner. Alors que finalement, il suffit de faire 2 heures d'atelier de réparation et on apprend très rapidement à le faire. Et en fait, on se rend compte que c'est à la portée de tout le monde. Donc en fait, si on remettait ça vraiment comme quelque chose de tout à fait normal dès le plus jeune âge, c'est-à-dire d'avoir cette idée de faire durer son vêtement plutôt que tout de suite le jeter, parce que c'est un vrai problème. Nous, c'est contre ça qu'on se bat. Et comme disait Charlotte, on a passé des mois entiers dans des usines en Inde, en Chine, au Vietnam, etc., où on a vu des rivières d'ordures. On sait très bien l'envers du décor et on veut que les gens s'en rendent compte. Et c'est difficile parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Les gens vont avoir une image et vont vite oublier. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire énormément de sensibilisation par rapport à ça. Et je voulais dire aussi avec la Slow Fashion Week, on a pu montrer, par exemple, avec le défilé Studio Losier de fin d'année, il y avait 115 looks qui étaient 100% upcyclés. On a revalorisé plus de 500 kilos de déchets textiles du territoire. Et c'était pour montrer que souvent quand on parle d'upcycling, les gens se disent « Ah bah du coup ça doit être un peu mal fait ou sale », alors qu'en fait, on le voit lors de nos défilés, c'est digne de la haute couture. Donc en fait, la mode éco-responsable a sa place sur les podiums et on peut s'habiller de manière tout à fait propre et responsable en portant des choses upcyclées. Et finalement, quand on se forme à ça, le consommateur devient créateur. Ce sont des pièces uniques et c'est génial, quoi. Et là, du coup, est-ce que, par exemple, trouver une marque qui serait un peu marraine, justement, ou est-ce que ça, c'est des idées que vous avez pour la prochaine édition? Alors, on avait déjà une marque marraine cette année, c'était Agnès B. Et ouais, donc c'était plutôt très très sympa. Surtout que voilà, Agnès B, c'est quand même aussi un personnage qui a toujours milité justement pour pas la mode, mais un style qui dure et pas du tout cette mode jetable qu'on voit avec en effet les 4 Fashion Week par an. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on va essayer de recréer cette année. Pourquoi pas aussi justement. Ça peut aider peut-être à justement porter des voix pour ce genre de proposition. C'est vrai que ça semble, cette proposition, elle nous tient à cœur, mais en même temps, elle n'est pas facile à mettre en place, hein, très clairement. On ne sait pas si c'est quelque chose que nous seuls, on ne peut pas le porter, c'est évident. Mais en tout cas, tous les jours, on essaye en faisant ce que disait Marion tout à l'heure, en faisant des ateliers dans des centres sociaux, en essayant d'aller à la rencontre du public. C'est clair et net qu'il y a un vrai souci de compréhension sur le savoir-faire, les ressources et le temps nécessaire à produire un simple t-shirt. Je pense que si les personnes étaient toutes conscientes de ça, elles comprendraient que c'est pas possible qu'un t-shirt coûte moins cher qu'un latte. Donc voilà. Oui, c'est super. Le futur, moi je partage avec vous, le futur sera upcyclé et slow. Alors, j'ai pas l'âge de votre grand-mère, mais j'ai fait de l'EMT à l'époque. Ça s'appelait l'éducation manuelle et technique en collège. Et j'y ai appris à faire ma première trousse à partir de tissus que j'ai ramené de la maison. Donc voilà. Donc on avait ça au collège. Donc il faut aller voir Martine Vassal pour pousser à ce que le conseil départemental remette ces ateliers-là dans les collèges. Mais au-delà de la blague, non, sérieusement, je trouve ça hyper... c'est clé ce que vous dites parce que ça donne une autre conscience des choses. Voilà, on apprenait à faire de la cuisine et de la couture. Voilà, c'était la cuisine et la couture. Et d'un coup, je pensais à la cuisine et je pensais aussi à autre chose parce que hier, j'écoutais sur Radio Grenouille, il y a une table ronde. Donc Payan, le maire de Marseille, était passé au Delta et puis il a pris sa bagnole et il s'est rendu à Couscous, place Bargemont. Voilà. Et Couscous, c'est ce grand festival du couscous pendant une semaine. C'est assez extraordinaire. C'est cette cuisine de l'extraordinaire dans des plats du quotidien. Et à l'antenne de Radio Grenouille, il y avait Payan, mais il y avait aussi les gens de la table de Canin et d'une association qui s'appelle Festin. Et ça m'a fait penser, votre proposition, au-delà de faire ça dans les collèges, l'upcycling, il a aussi quelque chose... c'est moins la question que c'est dégradé, que c'est un peu cher aussi, quand on achète des trucs upcyclés. Et dans cette cuisine, il y a de plus en plus de chantiers d'insertion dans la cuisine. Et la cuisine, ces chantiers d'insertion sont rentrés. Et la grande cuisine à Marseille devient aussi des chantiers d'insertion. Et je me demandais si effectivement sur l'upcycling et le slow, il n'y avait pas aussi quelque chose à jouer sur ces enjeux d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire aussi de rendre, non pas simplement pour le faire, mais dans l'achat aussi, ces produits accessibles et donc aussi de les produire différemment, les produire sur le territoire, de réinsérer des gens, travailler aussi avec les gens qui viennent sur le territoire. Je pense évidemment aux gens qui viennent migrer, aux nouvelles populations. Marseille, c'est un port. Marseille, c'est une ville qui se construit de couture. La cuisine, c'est
conseillers de couture, vous arrivez avec un très très beau projet qui vient raconter différemment la couture sur ce territoire-là et que peut-être on peut en penser aussi un développement économique intéressant et important. Alors, complètement d'accord, parce que en fait, il faut savoir que donc, dans notre collectif qui regroupe 80 membres actifs aujourd'hui, on a, on va dire, 90% de marques. C'est vrai qu'on a beaucoup d'artisans, d'artisanes plutôt même, parce que c'est souvent des femmes. Souvent, le fait qu'elles travaillent seules, c'est aussi une question de moyens économiques. Mais on a beaucoup de marques, comme la mienne, ou comme Atelier Regain aussi, que vous connaissez peut-être, qui est la marque qui dépend de Fripe Insertion, donc de la branche d'Emmaüs, travaille en fait sur des chantiers d'insertion. Et par exemple, moi, je fais produire mes vêtements avec des ateliers d'insertion qui travaillent avec j'ai plusieurs ateliers, mais ça peut être soit des ateliers d'insertion de personnes en situation de handicap, ça peut être aussi des ateliers d'insertion, en effet, de personnes qui étaient éloignées de l'emploi parce qu'arrivées récemment sur le territoire, donc barrière de langue, ce genre de choses. Et en général, nous, Baga, on se présente comme un collectif de mode engagé plutôt que éco-responsable, parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre en réalité. Si vous voulez faire de l'upcycling avec de la fast fashion et créer un modèle complètement déconnecté des réalités sociales justement qui concernent les ouvrières dans les pays comme l'Inde, le Bangladesh, etc., ça marche pas. En fait, ça peut pas marcher. Donc aujourd'hui, je dirais quand même que la majorité des personnes qui travaillent avec des ateliers sont là-dessus. Et c'est vrai que ça pourrait être une ambition aussi de notre collectif. Pourquoi pas d'arriver à créer même quelque chose qui, comme ça, parce qu'on a besoin de plus d'ateliers en France, en fait. On a besoin de recréer une chaîne de production française. Bravo. Bravo pour cette proposition. Merci d'avoir défendu votre projet qui, du coup, vise à intégrer des modules d'upcycling au sein du milieu scolaire. Moi, je vous propose même de tirer la verticale avec le Delta Festival l'année prochaine. On peut faire des choses hyper stylées ici. Hein. Franchement, nous, c'est à disposition. Hein. On peut faire ce que vous voulez. Merci à vous pour cette proposition. On va du coup passer au QR code pour voter cette dernière proposition, quatrième et dernière proposition. Je vais ici laisser la parole à nos deux experts et puis le mot de conclusion pour notre parrain. Pour un petit peu débriefer de cette agora. Je vais commencer par toi, Emmanuel, du coup. Je me disais, est-ce qu'il va nous faire le coup du mot de la fin? Il nous l'a fait. Non, les 4 projets sont super. Non, je trouve que c'est une très belle initiative et de se mettre autour de la table. C'est une très belle initiative. Je trouve que c'est hyper intéressant et important. Ça reprend un peu une des propositions qui a été faite, qu'un festival comme Delta donne la parole aussi à ces projets émergents, à ces jeunes projets. Le Delta de demain sera fait des projets qui sont passés ici aujourd'hui. Et il y a cette logique du circuit court, de territoire. Je trouve que c'est très intéressant. Les 4 propositions sont géniales. Elles sont toutes différentes. Je serais bien incapable de dire il faut les prendre les 4 de toute façon. Et juste un mot, c'est ces 4 propositions qui racontent 4 facettes de la culture différentes. Que ce soit effectivement comment on va parler de son propre territoire depuis travailler à partir de son image, c'est hyper clé aujourd'hui. Comment on va effectivement donner de la place et faire de la place, faire alliance avec les jeunes générations sur les 2 autres projets et ce projet Bagaille hyper passionnant qui va ouvrir vers d'autres perspectives. Je pense que Marseille, c'est une ville très inventive, très innovante. C'est une ville qui s'invente en permanence, qui upcycle en permanence plein de choses. Moi, j'ai passé longtemps à la friche, elle n'a jamais autant changé que ces 30 dernières années. Mucem qui est arrivé, j'ai connu le musée des ATP au démarrage. Et je pense que c'est un territoire qui est juste génial pour ça et ça fait très plaisir de pouvoir y participer avec vous pour le Delta. Merci. Merci à toi. C'est vrai que Marseille est une terre d'innovation sociale, culturelle. Peut-être à toi, Maxime. Moi, je suis assez ébloui par effectivement la diversité des propositions, la qualité de ces propositions, et finalement, ce que ça traduit, c'est la vitalité de la scène culturelle marseillaise. Et ce qui est par ailleurs intéressant, c'est de se dire que, en fait, et c'est ce que permet cette agora, c'est qu'on pense la culture comme quelque chose en tout cas, pas comme la culture en soi, c'est la culture au service de la société, c'est la culture au service des générations futures, la culture au service de l'écologie, la culture au service du lien social. Et je pense que c'est aussi ce sens-là, enfin en tout cas ce que permet ce territoire-là, mais aussi ce sens-là qui donne une dimension un peu particulière à la scène culturelle marseillaise et ce qui lui donne aussi cet écho-là à la fois nationalement mais même à l'international. Merci à toi. Karl, le mot de la fin.
Le mot de la fin, la pression. C'est la pression de dingue. Hein. C'est ça. Non, mais c'était hyper intéressant d'écouter les 4 projets. Je pense que peu importe les votes, je pense que les 4 pourront naître et continuer pour les projets qui étaient déjà existants. Par rapport à l'histoire du réseau aussi, je pense qu'après déjà il y a des discussions qui vont naître et c'est sûr qu'il y a des échanges de contacts qui vont se faire et que les projets vont tous continuer. Marseille, voilà, c'est une ville qui continue de vivre, qui est hyper riche en culture et en événements toute l'année et pas que l'été comme certaines personnes pensent. Donc voilà, le mot de la fin, c'est peut-être que Marseille, c'est riche toute l'année. C'est bien vrai, Marseille, le territoire qui est vraiment riche par sa culture. Merci à vous, c'était le mot de conclusion de l'Agora Culture. Je vous invite à voter. L'année dernière, on a recueilli 6000 votes sur l'Agora Culture. Cette année, il faut exploser les scores. Il faut qu'on aille jusqu'à 10 000. Allez, merci à vous. Au revoir.